Saki Santorelli, guéris-toi toi-même, ce que la méditation apporte à la médecine. Voici un échange entre Michel-Ange et une riche mécène de son époque. Maître, quelle est votre conception de la sculpture ? Madame, il n'y a rien dans l'esprit de l'homme qui ne soit déjà inscrit dans le roc. Mon travail consiste à utiliser mon intellect et mon talent pour faire ressortir ce qui est déjà dans la pierre. En 1964, l'exposition universelle a eu lieu à Flushing Meadows, dans l'État de New York. J'avais 15 ans quand je suis entrée dans un des pavillons et que j'ai vu, dans toute sa splendeur, la Pietà, cernée de grappes de curieux qui faisaient crépiter leurs flashs, priaient à genoux, murmuraient à voix basse ou clamaient haut et fort l'enthousiasme et l'émerveillement que leur inspirait cette sculpture. Bien que l'œuvre ait été très touchante et réaliste, je me rappelle m'être détournée rapidement de la foule. Après avoir erré dans le hall, je me suis retrouvée devant une autre création de Michel-Ange. 30 ans plus tard, je garde le souvenir d'une série de personnages ébauchés par l'artiste. À ma droite se tenait une rangée d'adultes ciselés, polis, libérés par les coups mesurés du maître, jusqu'à ce que leur peau même se mette à briller et à palpiter, comme s'il avait insufflé, incarné sa propre vie dans le roc. Les guenilles, qui adoptaient le grain et les veines de la pierre, évoquaient les plis d'un drap. Les vêtements en lambeaux, dont les bords avaient été effilochés avec une précision minutieuse, infaillible, pendaient en un mouvement captivant. Mes yeux, et plus encore, étaient saturés. Des enfants se tenaient à la gauche des adultes, des personnages d'abord bien définis, puis des petits visages moins nets, les corps couverts de haillons, plongés dans le silence, dont les yeux contemplaient le monde et me transperçaient par-delà l'éternité, lançant un appel. Des visages qui trahissaient les premiers coups, la pierre brute, l'intention originelle du maître, mais qui avaient été réduits à un œil, à une oreille, à une moitié de nez suspendue dans l'espace, tandis que l'autre, non révélé, restait contenu dans la pierre, retenu à l'intérieur du roc noir qui engendrait cette caravane silencieuse, immobile, offerte à mes yeux. C'était un de ces moments partiellement incompris et pourtant reconnus, un de ces moments qui doit mûrir de manière lente et régulière au fil des ans, jusqu'à se transformer en un squelette suffisamment solide pour fournir en silence la moelle et la substance d'une vie. Un de ces moments qui était tapis, vivant, au plus profond de moi, qui m'imprégnait, me façonnait et me nourrissait jusqu'à ce qu'un professeur d'histoire de l'art, qui m'avait entendu l'évoquer en cours, me révèle l'échange entre l'artiste et la mécène, rapporté en début de chapitre, fermant ainsi une boucle ouverte 30 ans plus tôt. Il n'y a rien dans l'esprit de l'homme qui ne soit déjà inscrit dans le roc. Nous sommes tous des génies contenus, susceptibles d'être révélés de 1001 manières, plus ou moins douces, affûtés jusqu'à réaliser notre potentiel, polis jusqu'à accéder à notre plénitude. Cette révélation est l'éducation essentielle. Sentez-vous cette action dans votre propre vie? Qu'est-ce qui est révélé en vous? Qu'est-ce qui est mis au monde? Que diriez-vous d'aborder votre vie et celle des autres, en sachant que nous sommes tous fondamentalement entiers, intrinsèquement bien, et que nous avons simplement besoin d'être révélés pour découvrir une complétude assumée? En quoi cela changerait-il toute la danse entre le praticien et le patient? Quel genre de relation parviendrait-on à forger, à façonner, si l'on partait de ce point de vue et qu'on l'accueillait sans compromis?